Mercedes Robert, je suis de la table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles. Merci pour la journée. Je suis très interpellée par l'idée de déconstruire la vision qu'a l'État de nous comme une maladie, un problème, un risque. Très interpellée par ça, d'autant plus que je suis souvent face au ministère de la Santé et des Services sociaux. Et on est dans ces eaux-là. On se retrouve obligé à invoquer dans un discours pour obtenir plus de financement que, savez-vous qu'un dollar investi en prévention équivaut à 7 dollars d'économiser par la suite? On est pris dans ce discours-là et c'est pas facile à défaire, mais je pense qu'on va travailler fort. Particulièrement aussi parce que je trouve que cette vision-là nous amène dans le tordeur d'être vus comme des gens qui font rouler l'économie, qu'on est vu uniquement pour notre pouvoir d'achat. Si on a une maladie, ça nuit à notre pouvoir d'achat, ça y est, leur édifice s'écroule. Déconstruire aussi nos visions cloisonnées thématiques. On travaille avec beaucoup de coalitions, mais ça demeure des coalitions thématiques, des coalitions qui réunissent communautaires et syndicats contre la tarification, pour le maintien des services publics en santé. Mais il y a peu de moments où on peut discuter de nos thématiques, pas de nos maladies, mais de nos thématiques et de la manière d'envisager la défense des droits dans nos thématiques pour s'assurer que notre manière de le faire ne nuit pas à la manière de faire de notre collègue. Puis ça, c'est difficile, ça n'existe pas, je crois. En tout cas, je me le dirai si j'ai échappé quelque chose. On parle de l'État, j'aime beaucoup qu'on parle de l'irresponsabilité de l'État, pas seulement de sa responsabilité, mais son irresponsabilité dans ses actions qui ne prennent justement pas en compte l'intérêt public. L'exemple de la Charte en est un. L'irresponsabilité dans la manière de gérer un dossier qui crée des crises sociales, alors que son objectif ne devrait pas être celui-là, bien sûr. Et pour moi, l'irresponsabilité à dénoncer, on le fait peu. On dénonce qu'il n'y prend pas ses responsabilités, mais on dénonce moins qu'il est irresponsable. Ça, je constate ça. Mais ça vient aussi avec nos attentes d'imputabilité face à lui. Puis, l'imputabilité, pour moi, c'est plus que la majorité. C'est plus que d'avoir un gouvernement qui est majoritaire. C'est d'avoir un gouvernement qui est, pour moi, qui est imputable. Il devrait être imputable envers les différentes visions politiques de la société. Quand il est majoritaire, il n'y a encore rien qu'une couleur. Alors que moi, je rêve d'un gouvernement de coalition qui va devoir tenir en compte les différentes problématiques, les différentes visions politiques, donc les nôtres. Puis quand on est dans un discours, lorsqu'on discute des droits et des libertés, il faut qu'on puisse aussi vouloir le même respect des droits des gens qui ne pensent pas comme nous, qui sont d'opinions politiques différentes de nous. Et parce que tant qu'on n'aura pas, je crois, des gouvernements, puis je sais que ce n'est pas que national le problème, il y a aussi l'absence de pouvoir qu'ils ont face à l'international, mais tant qu'on n'a pas un gouvernement qui est formé des différentes visions politiques qui sont présentes dans la société, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il va y avoir une vision globale de nos droits. Moi, ce serait aussi pour un aspect, voir... parce que j'écoute, il y a plein de belles pistes de solutions, puis moi, ça me nourrit beaucoup. Mais j'entends souvent aussi, je l'entends tout le temps, la polarité entre la gauche, la droite, progressiste, pas progressiste. Puis moi, j'y vais tout le temps avec la pensée autochtone qui est circulaire, puis qui veut dire qu'on est tous contenus dans le même cercle. Donc, je trouve qu'on oublie des fois d'aller chercher la ressource qui, on voit, est notre opposé, celui contre qui on doit lutter. Dans le fond, celui qu'on a abandonné dans notre propre projet pour avancer. Fait que je me demandais si... parce que justement, tu sais, il y a celui qui croit en l'économie à tout prix, puis il y a nous autres là, qui croient en la décroissance, mais il ne faut pas oublier que nous autres aussi, on est coincés avec cette économie-là. Donc, comment on peut aller chercher des pistes de ressources? Je veux dire, moi, si je pouvais, je serais tous les jours juste en mobilisation, mais je suis comme tout le monde coincée avec ma carte de crédit à payer, puis mon loyer, puis comment je me nourris. Fait que comment aussi on pourrait, est-ce qu'il y aurait une façon de, je sais pas, de créer des laboratoires
de pistes de solutions, mais avec l'aide aussi de ceux qui sont en face de nous, tu sais, comme... Je ne sais pas ce que je suis en train de dire, là, mais est-ce que vous voyez quelque chose qui pourrait être possible dans ce sens-là? Parce que sinon, j'ai tout le temps l'impression d'être juste en guerre contre quelqu'un, alors qu'on est, dans le fond, tous ensemble dans le même maudit bateau. Sur la dernière intervention, bien, comme je l'ai signalé, là, moi, je pense que les privilégiés ne laisseront pas aller leurs privilèges facilement. Et donc, il faut qu'ils sentent une menace, il faut qu'ils soient déstabilisés. Il faut trouver des façons de déstabiliser avant de pouvoir établir un dialogue quelconque qui va permettre de concevoir tout le monde qu'on est sur la même planète. Le deuxième point, c'est ce qui a été dit plus tôt. Là, effectivement, on est dans un monde qui est en voie de rupture. Les conclusions du GIEC se confirment à chaque décennie, à savoir que d'ici quelques décennies, 5, 7, 10, 12 décennies, on va être en train de suffoquer, puis possiblement l'ensemble des mammifères de la planète vont être en train de disparaître. Bon, ça, c'est ce qui facilite la vente de journaux, là, quand c'est ça le thème. Mais concrètement, il y a sûrement un fond de vérité, à savoir the clock is ticking, puis là, donc on a un temps et c'est certainement opportun d'apporter dans le discours qu'il faut trouver quelque chose à rompre vraiment, parce que si on continue avec le droit illimité de l'argent le droit de l'argent d'être rémunéré, de croître, donc tout le discours de croissance économique, finalement, la croissance économique absolue illimitée, ça tue. Sur la dernière intervention de Mélissa, il y a quelque chose pour moi dans le refus de déshumaniser qui que ce soit, qui permet de ne pas faire en sorte que les gens qui possèdent du pouvoir, qui sont parfois l'adversaire, deviennent l'ennemi. Il y a quelque chose d'important pour moi là-dedans. Et aussi de jamais perdre l'idée que ce sont donc des personnes qui se confrontent à des situations qui peuvent leur changer de place. Donc, je vous donne un exemple. J'ai connu quelqu'un, milieu riche, extrêmement riche d'Angleterre, qui, par l'adoption, avait un garçon noir. Et il est devenu un très ardent acteur contre le profilage racial. Alors que cet homme-là, jamais de sa vie, il aurait été conscient de cet univers-là, malgré tous les Noirs dans les médias qui peuvent en parler, mais que parce qu'il avait ça dans sa vie, ça a transformé son regard. Et donc, ça, c'est à l'échelle individuelle. Mais quand on se bat, moi, je ne me bats pas vraiment ou rarement vis-à-vis d'un individu. C'est beaucoup plus des systèmes et des institutions et tout ça. Mais que je pense qu'il y a une partie de manière de ne pas de se mettre à dos un potentiel personne qui peut devenir sensibilisée à nous, c'est de ne pas perdre de vue que ce sont des personnes. Et parfois, dans les luttes, on a tendance à le faire. Mais en même temps, de ne pas penser que parce qu'on a des bonnes raisons et des bons arguments qui vont nécessairement se ranger de notre côté. Donc, c'est comment on fait ça dans le même temps, je pense que c'est un beau défi. L'autre partie, je dirais, c'est... ça a l'air vraiment nono, mais je ne suis pas sûre que les gens, dans la manière qu'on a conçu les luttes dans les 30 dernières années, on s'est occupé de ça. Je le vois beaucoup plus, c'est une jeune génération de militants, militantes, c'est qu'on a besoin de s'occuper davantage de la santé mentale et physique des gens avec qui nous sommes, pas au sens maternisant là, ou paternaliste, mais plutôt en reconnaissant qu'une partie de nos luttes doivent continuer à nourrir notre esprit. Et ça, comment on le fait, comment on l'organise, comment on crée l'espace et le temps pour ça, est assez essentiel. Je pense qu'on a assez vécu les moments où on donne tout à la lutte, puis on burn out, là. Je pense qu'on a besoin de penser autrement, mais ça veut dire vraiment le penser. Ça ne veut pas juste dire « Tiens, pensez-y, puis prends donc un bain », là. Ça veut dire, ça veut dire qu'on l'organise dans nos luttes et on en parle, puis on le valorise, pas au sens d'un truc
superficielle et individualiste, mais comme une nourriture essentielle pour pouvoir amener de la bonne énergie à la lutte aussi. Parce que quand on est totalement vidé de notre énergie, bien, qu'est-ce qu'on amène avec nous quand on est en lutte? Et je pense qu'on est responsable de ça. Puis ça, c'est les affaires qu'on a enlevées de nos luttes sociales pour la plupart des milieux. On opère comme un business quasiment. Et ça, je trouve que c'est des interrogations qu'on doit se faire à nous-mêmes. Puis, je sais que quand il y a des études sur les groupes communautaires et la santé mentale des travailleurs-travailleuses, là, il y a des détresses assez importantes. Ça veut dire que déjà dans notre façon de penser, la désobéissance ou le fait de désobédience, est-ce qu'on a besoin changer des discours, moins donner plus d'argent, mais bien qu'on en a besoin de plus d'argent, mais est-ce qu'on a besoin de dire, ben nous, on veut pas péter aux frettes, là. On veut pas travailler comme ça. Un peu comme dernièrement avec les gens dans les hôpitaux qui voulaient pas la méthode Toyota, qui disent, c'est pas nécessairement qu'on veut plus d'argent pour être payé comme travailleuse, mais on veut pas que notre travail fasse plus de sens. Donc, dans nos luttes sociales, qu'est-ce qui donne sens? C'est pas toujours plus de choses ou plus de stock, plus de ci, c'est parfois autrement. Et ça, peut-être que notre société tend à minimiser la place de ces choses-là. Il me semble que il y a deux choses à voir dans nos luttes. La première, c'est construire des alternatives, c'est-à-dire pas être toujours dans la logique de la critique de ce qui existe, mais essayer d'inventer une autre façon de fonctionner. Évidemment, c'est limité ce que ça fait, mais pour notre santé mentale, c'est très bon. Okay? Parce qu'on est dans la création collective, dans l'expérimentation. Il y a des affaires nouvelles qui se mettent en place. Bon, je veux dire, tout n'est pas extraordinaire, mais ça permet de se focusser sur autre chose que la posture combattante, si on veut. Et c'est important dans des expériences militantes, ces affaires-là. D'avoir des petites zones libérées, là, même si ça peut paraître dérisoire d'une certaine façon. L'autre truc, c'est un peu dans la logique d'Alexa. Il me semble que c'est pas tant les privilégiés que le privilège qu'il faut combattre. Okay? Parce que les positions peuvent devenir interchangeables, mais si le rapport de privilège continue à exister, on n'est pas plus avancé, même si c'est d'autres qui ont les privilèges. Et donc, il y a des intérêts irréconciliables dans la société par rapport aux privilèges, mais ça ne veut pas nécessairement dire être dans l'ordre de l'élimination. Sauf pour l'élimination du privilège ou de l'injustice, plutôt que l'élimination des personnes.